qui t'aime plonger, faut qui t'aime nager. Maman, on écrasé par elle, chapeau. Manoway, nous comptons qui est-ce qu'il a? Alors bonsoir, bonsoir, ici Stéphanie Casimir, bienvenue à vous. Je salue tous les amis de Radio Vertière. Aujourd'hui, je vais réaliser pour vous une entrevue en collaboration avec Radio Vertière et un organisme qui a pour nom Immigrants. Alors, Immigrants a été fondé en 2020, dont la mission est de contribuer à l'essor socio-économique des personnes issues de l'immigration. Alors, pourquoi cette collaboration, direz-vous? Bien, le 20 décembre dernier a eu lieu la 4e édition de l'événement NEVA, Nos étoiles venues d'ailleurs. Alors, NEVA veut honorer des personnes issues de l'immigration qui se démarquent dans leur sphère professionnelle et par leur implication sociale. Donc, c'était vraiment une soirée fabuleuse. On a pu assister à un concert classique. Donc, c'était vraiment une soirée tout en élégance et en talent. Il y avait une grande diversité présente. Donc, à partir de cette activité, le fondateur de l'organisme Immigrant, donc M. Marc-Emmanuel Dorsin, a eu l'idée de continuer cette idée d'honorer les personnalités. Alors, on a commencé le mois dernier, en février, avec M. Jean-Marie Hercule, conseiller agréé en immigration. Et ce mois-ci, pour le mois de mars, la candidature d'une femme qui réellement est l'exemple de l'équilibre, d'engagement aussi. C'est une femme dont la voix porte, surtout quand il est question de la défense des droits de la relève des personnes immigrantes et des femmes. C'est une grande dame. Je lisais sa présentation, sa biographie, je me disais, waouh, j'ai tellement hâte de vous la présenter. Elle est notaire passionnée depuis 16 ans. Diplômée en droit de l'Université Laval. Elle est aussi détentrice d'un diplôme de 2e cycle en droit notarial, et formée à l'Université de Montréal. Elle est médiatrice familiale depuis 2018. Pendant 5 ans, Mme Sémexan a été chargée de cours à l'Université d'Ottawa. Elle porte plusieurs chapeaux. Elle est coach, épouse, mère et j'en passe. Sans plus tarder, bonsoir, Madame Véronique Sémexan. Bonsoir, Madame Casimir. J'espère que ça va bien. Ça va très bien, vous-même? Ah, bah ouais. Oui, un peu. Let's go. Je ne vous ai pas fait rougir en lisant votre biographie, en vous présentant. Parce que je sais que vous êtes une femme humble. On se demande toujours ce qui est cette personne, mais c'est parce que personne ne s'assoit à faire l'addition de ce qu'il fait. Il fait juste avancer. Uh-huh. Alors, Madame Sémexan, vous avez été consacrée personnalité du mois de mars par l'organisme Immigrant. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez? C'est toujours intéressant quand c'est des gens de la communauté qui disent, qui te donnent une petite tape sur l'épaule, qui dit qu'ils te regardent. Mm-hmm. Ça veut juste dire, ah, je te vois. C'est comme ça que je regarde ça. Mm-hmm. Je te vois, t'existes. Ta voix porte, même si tu penses que personne n'est. Absolument, on ne peut pas passer sous silence vraiment tout le travail que vous faites. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter pour votre engagement, pour votre dévouement. Et c'est quand même impressionnant. Quand je lisais votre biographie, il était écrit que vous avez le temps aussi d'accompagner vos enfants, votre époux dans les activités sportives et vous-même, vous êtes vous-même quand même quelqu'un qui accorde de l'importance à l'activité physique. Donc, vous entraînez. Où est-ce que vous trouvez le temps? Comment vous faites? Je commence la journée avec. Mm-hmm. Donc, c'est certain que j'ai eu toutes les phases dans la vie, mais à chaque fois que je me retrouve un petit peu plus dans la turbulence ou que ça va un peu trop vite, je me remets tout le temps à me questionner sur qu'est-ce qui fonctionnait et je me rends compte que ça fonctionnait mieux le temps que je
je m'entraînais ou que Mhm. j'avais le temps de mettre un peu d'activité physique dans ma vie. Donc, parce que ça permet de respirer, ça permet de sortir des choses de la tête. Donc, c'est vraiment de se dire, de prendre ce temps-là pour soi. Mhm. Et ce que je remarque, c'est que la plupart des gens disent, je ferai ça quand j'aurai le temps ou si j'avais le temps, mais en même temps, c'est de prendre le temps. Oui. Il n'y a pas d'autre chose. C'est comme mon mari, il prend le temps de partir du bureau pour aller faire ses entraînements de boxe. C'est pas, ah, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien? Notre fille, ben, quand elle décide, quand c'est le temps d'aller faire sa gymnastique, ben, elle, elle se prépare. Donc, c'est important pour elle. Elle y accorde de l'énergie et donc ça donne de la belle performance. Mais comme personne qui ne veut pas faire ça pour la performance, juste le prendre le temps. Mhm. Tu sais, il y a une coach de yoga que je suis sur YouTube qui dit tout le temps de se remercier du temps qu'on prend pour soi. Puis je pense qu'elle a raison. Effectivement, parce que vous parlez d'équilibre, ça apporte un équilibre important. Vous parlez aussi de santé mentale. Ça vous apporte un bien-être sur le plan mental aussi, je suppose. Ben oui, ça donne une petite bouffée d'air. Puis ça permet de commencer ta journée avec énergie. Bon, certaines personnes, c'est le soir ou le midi. C'est pas le temps. Mhm. C'est vraiment dans la spirale de la vie, on peut vite s'oublier. Mhm. Et après ça, on s'aime pas, on va avoir des problèmes de santé qui vont s'ajouter. Le stress, ça va pas ralentir. Donc, ça permet de prendre une pause. Mhm. Puis, comme notre communauté parle pas beaucoup de la santé mentale, je me Oui. dis que il y a quand même certains types de problèmes qui peuvent être évités si on sécrète un peu d'endorphine quelque part dans la Vous journée. avez entièrement raison. Mais je vous écoute, là, vous êtes extrêmement discipliné parce que tantôt, vous avez dit, c'est pas une question que ça me tente ou ça me tente pas, il faut le faire, donc on y va, on fonce et ça marque bien votre caractère, votre personnalité parce que vous êtes lancé en affaires, donc vous êtes entrepreneur. On a mentionné tantôt, là, quand je vous ai présenté, que vous êtes une notaire passionnée depuis 16 ans. Donc, vous ne travaillez pas dans un cabinet pour d'autres, vous êtes à votre compte. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à laisser travail salarié pour devenir entrepreneur, avoir votre propre cabinet? I guess un brin de folie, un brin de jeunesse Mhm. et tout simplement se dire, oh, ah, ils sont capables. Et, donc, tu réfléchis, tu veux aussi déterminer qu'est-ce que tu veux faire pour toi-même, Mhm. puis tu t'embarques dans une aventure, puis que ça en appelle une autre, ça en appelle une autre, Mhm. mais j'ai l'impression que c'est vraiment juste un appel. Mhm. Je pensais que Je pensais pas que en disant bye bye boss que ça allait régler tous mes problèmes, mais je disais au moins que ça pouvait me permettre de choisir certaines choses. Donc Mhm. choisir quand seraient mes temps d'arrêt, quand seraient mes temps de début. Mhm. C'est sûr que dans la tumulte, tu te retrouves à travailler beaucoup plus en tant qu'entrepreneur des fois que en tant que salarié. Par contre, à la fin, ben le résultat ou l'extra te revient. Absolument. Et est-ce que vous avez, euh, ça vous est arrivé de regarder en arrière, de regretter ou de remettre en question votre choix? J'ouvre les yeux très ronds. Bah, c'est sûr qu'il y a des moments que tu te dis, oh, ça a l'air donc bien bien. Moi, je rêve d'un fonds de pension. Mais Mhm. ça, c'est une autre histoire. J'ai vite appris qu'il fallait que tu t'en crées un. Donc, faut réfléchir à ce que tu fais. Mhm. Par contre, ma petite blague, c'est plutôt de me demander, est-ce que après tout ce temps, je serais capable d'avoir un patron? Peut-être que j'ai passé le temps aussi. Mhm. Je sais pas. Mhm. Donc, regarder en arrière ne permet pas de savoir qu'est-ce qui se serait passé parce que de toute façon, quand tu as arrêté, c'est quand tu as arrêté. Là où t'es arrivé maintenant est différent. Donc, c'est pas nécessairement qu'est-ce que ça donnerait. Mhm. Donc, vous continuez, vous allez de l'avant. Et vous avez dit tout à l'heure un brin de folie, un brin de jeunesse. Quel âge aviez-vous quand vous avez décidé de lancer Hmm. votre cabinet? Je vais faire des mathématiques. C'était Je une connais pas semaine avant votre mon âge, hein? anniversaire. C'est ça qui Hein? est cool. C'était une semaine avant mon anniversaire. Donc, euh, tu- 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 tu-
j'avais 26 ans, 26 ans, 11 mois et 26 ans, 11 mois et 3 semaines. dit-elle avec précision. Alors, vous comptez? Mais un jour, mon fils m'a demandé, mais pourquoi on compte pas notre âge en semaines comme les enfants ou en Mhm, mois? Parce que quand on comptait l'âge de sa sœur, il dit, mais pourquoi on dit 24 mois? mhm. Et pourquoi moi, on le dit pas? Donc, j'oserais pas le transposer en moi, mais tout ce que je comprends, c'est j'allais avoir 27 ans. Donc, j'ai dit bye bye. Ma dernière paye était une semaine avant d'avoir 27 ans. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'est plus à même de prendre des risques, on se pose moins de questions, hein. On dirait qu'on ne voit pas les dangers. C'est plus facile de se jeter à l'eau comme ça. Mais est-ce que vous avez quand même, un tant soit peu, des appréhensions? Ben, j'ai fait un plan d'affaires à l'aide d'un organisme qui s'appelle Compétences Outaouais. Mhm. J'ai fait j'avais demandé des fonds auprès de la BDC et un organisme qui s'appelle maintenant Futurpreneur. Avant, c'était Oui. Youth FCJE qui est Mhm, devenu Futurpreneur. Donc, oui, j'avais des appréhensions, oui, mhm. j'avais des craintes, mais en même temps, ce que j'avais compris, c'est que si je regardais statistiquement le nombre de notaires qu'il y avait, je calculais le nombre qu'il y en avait en ville, je calculais qu'il y en avait un certain nombre qui était au gouvernement, je calculais la population de l'Outaouais, la population de l'Ontario. Je suis comme de Ottawa juste à côté, je suis comme, bon, OK. Mhm. C'est au pire des pires, ben si ça marche pas, je ferais autre chose, mais je me disais que si ça avait marché pour tant d'autres, ben ça fallait juste à savoir aussi quelles étaient nos limitations. Je me souviens que mon coach m'avait dit, ou mon mentor m'avait dit, ah, dès que tu peux, prends-toi quelqu'un pour faire ta comptabilité parce que c'est beaucoup de temps que tu perds, puis t'es Oui. pas à ton meilleur. Ah, OK. Mhm, Donc, c'était aussi de savoir de se faire guider, mhm. puis de savoir demander de l'aide et nos limitations. Mais est-ce que j'avais peur? Est-ce que j'avais des appréhensions? J'avais pas grand-chose à perdre, donc je peux vous dire, je devais 34 000 au gouvernement pour mes Oh. études, plus un 30 000, bof, moi 64. OK. Donc, quand tu pars même pas de zéro, mais que tu pars de plus bas que zéro, je me dis tout le temps que tu peux que monter. C'est Oui. ce que moi, je m'étais dit. Alors, vous êtes une femme de vision, une femme courageuse. Et la question que je vous pose maintenant, c'est que vous avez fait des études de droit. Vous aurez pu devenir avocate. Pour quelle raison avez-vous choisi le notariat? Ben, en fait, j'ai l'impression que le notariat m'a choisi. Après avoir fait le barreau, ben, pendant mon cours au barreau, tout Mhm, le long, je montais les marches en chantant, puis mhm, j'arrivais là, puis on aurait dit que tout le monde était glacial du fait que je chantais. Ensuite, quand j'ai commencé mon stage, c'était pas nécessairement le milieu que je voulais, c'était pas l'ambiance que je voulais. mhm, Donc, j'ai abandonné mon stage aux grandes dames de ma mère, mais elle a rien dit. Elle a mhm. juste fait, j'imagine qu'elle a dû monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait, ma fille? Mais quelques mois plus tard, quand on m'a présenté le notariat comme solution, Mhm. moi, tout ce qu'on m'avait dit que j'avais donné à ma mère, c'était, ah, ben maman, on va m'appeler maître quand même. OK. Oui. Alors, et quand j'ai commencé mon stage, j'ai juste senti que j'étais à la bonne place. Je sentais que j'avais plus de liberté Donc, vous d'être étiez à pour votre moi-même. place. Oui, j'étais à Mhm, ma place. mhm, Même mon maître de stage m'avait aidé à trouver un stage, pas un stage, mais un emploi au fédéral. Puis j'avais mhm, dit, c'est pas ça que je veux. Je veux servir les gens directement. mhm. J'aimais être au contact des clients. J'aimais parler aux gens puis voir de vrais gens que nos actes transforment. Puis quand je me promène dans les rues, partout au Québec, je sais qu'il y a quelque part, même derrière les rues, un notaire qui a officié pour transférer ce bout de l'eau au Mhm. gouvernement ou à un particulier. Donc, je Oui. suis toujours touchée. Je me dis, ben, on est un peu partout en Oui. silence. Mais vous avez mentionné aussi, lorsqu'on a fait, on a eu notre échange là, en pré-entrevue, que le notariat précède, hein, le travail des avocats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en ce sens? Parce qu'en même Ah, temps, ça va nous permettre de démystifier, d'ailleurs, ce serait ma prochaine question, de faire la distinction entre
le travail des notaires et des avocats? Parce que vous avez dit qu'on va quand même vous appeler maître. Donc, pour clarifier, hein, pour les gens qui nous écoutent, quand on est notaire, on est quand même, on a fait le droit. Oui, on a un bac en droit. Mhm. Qu'est-ce que je disais qu'on beaucoup de nos contrats vont être des contrats préventifs. Donc, on fait un testament en prévision de Mhm. notre décès. On fait un mandat de protection en prévision. On, les conjoints de fait écrivent des contrats. Il y a des contrats dans les compagnies qui sont faits par des notaires et ou des avocats. L'idée c'est un droit préventif. C'est un droit, dans le fond, on dit, avant le slogan de la Chambre, c'est pensez à vos affaires, appelez votre notaire. Ben, Mhm. c'est avant que tout va mal, ben, tu vas voir un notaire. Mhm. Puis là, quand ça explose parce que On va voir finalement, tu l'avocat. n'avais pas tout pensé, là, tu peux aller voir l'avocat. Mais généralement, si le notaire a fait bien son travail de prévention Mhm. et a bien édicté les clauses, des fois, ben, il y en aura même pas besoin d'avocat. Donc, Mhm. même au prélude, au Québec, il n'y avait pas d'avocat. C'est Mhm. vraiment la conquête anglaise qui a amené la culture d'avocat. Le roi, les rois français n'avaient pas envoyé d'avocat. Ils avaient envoyé des notaires qui, au départ, faisaient de tout. Est-ce à dire que Donc, les notaires ont le beau rôle et le notaire font bien leur travail si on n'a pas besoin d'aller voir un avocat? ben, je dirais que oui. Je Mhm. dirais que si vraiment les gens sont bien accompagnés, qu'ils Mhm. disent tout et qu'ils dévoilent tout, ben généralement il n'y aura pas réellement de conflit parce que les solutions vont déjà être préécrites ou les façons de régler vont être déjà écrites. Mhm. C'est sûr qu'il y a toujours des choses non écrites, Mhm. mais le but de la profession, c'est on a un rôle d'officier public en immobilier, donc on protège Mhm. tant l'acheteur, le vendeur et les banques. Donc, on a un rôle stabilisateur au niveau québécois. Il n'y a pas une personne qui a une propriété qui n'a pas vu un notaire une fois dans sa vie. Oui. Et pour un testament, le testament notarié est même rehaussé parce que il n'a pas besoin d'être vérifié par la cour. Donc, c'est vraiment monter un statut particulier au document qu'on fait. Donc, Mhm. l'acte notarié a beaucoup de valeur au Québec Mhm. et dans les places à consonance civiliste en Haïti, en France, en Europe civiliste aussi. Mhm. Alors, on dit de vous que vous êtes coloré. Évidemment, on le sait de par vos origines, mais on parle ici de traits de caractère. Alors, comment avez-vous réussi à conjuguer, disons, ce trait de caractère avec cette profession qui se veut quand même assez sérieuse parce que vous rencontrez des gens qui vivent des situations qui ne sont pas toujours jojo. Ben, au départ, quand je commençais, j'avais essayé le rôle de camoufler qui j'étais avec des robes noires. Au Mm. pire, de ma collection, j'en avais 32. Oh. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme une introspection, puis je me suis fait accompagner pour le look et j'ai fait comme, oh mon Dieu, ben, on me dit quand même que je suis colorée. C'est sûr que c'est pas, rire n'enlève pas la rigueur. Mhm. La plupart, il y a beaucoup de gens qui croient que parce que tu ris, parce que tu désamorces, que tu enlèves la rigueur à ton travail. Moi, je dirais au contraire, Mhm. rire permet aux gens de peut-être se déposer mieux. Tout à Si fait. j'ai la face aussi grave que eux, quand Mhm. ils rentrent dans mon bureau, hey, c'est lourd comme période. Oui. Mais si ils sont reçus par un sourire, Mhm. par quelques petites blagues, des fois, ça peut faire que, oh, ça les accueille, ils se déposent. Mhm. Puis, j'ai aussi appris à vivre avec le fait que oui, être coloré, c'est bien. Oui, C'est bien. Puis, c'est il votre n'y a pas de particularité. rigueur. Mhm. C'est ça. Il n'y a pas de rigueur additionnelle à être habillé en noir puis avoir la face longue. Mhm. Ça arrive plus vite en plus. Ouais. Mais comment vos clients ont réagi? Certains, ils me font confiance depuis 15 16 ans, ça veut dire que j'ai Mhm. une belle réponse. Mhm. Mais est-ce que vous arrivez Certains quand n'aiment même à désamorcer? Vous avez une anecdote à nous raconter de situation où, justement, par votre rire, vous avez pu désamorcer une situation un peu critique? C'est
C'est sûr que ça arrive souvent comme il y en a qui arrivent, là, ils respirent presque pas dans le bureau. Tu te dis, bon, wow, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a rien que moi dans la pièce, ça doit être moi qui te fais peur. Puis là, Ouais. certaines personnes vont la rire, d'autres personnes vont comme rester à rider encore, mais lentement et sûrement, ben c'est bien faire parler. C'est Mhm. pas nécessairement, il y en a certains que le rire va les désamorcer ou les calmer. Mhm. D'autres, ça va juste d'être là. Oui. Je pense que quand la porte se ferme et ils comprennent que l'oreille est pour eux seuls, juste ça fait une différence. Mhm. Mais le rire, faire des testaments dans notre communauté, c'est quelque chose de criminel. Puis c'est pas juste nous, il y a les Africains qui aiment pas ça, Mhm. il y a même les Asiatiques qui n'aiment pas ça. Personne aime parler de sa mort, mais Mhm. bon, il y a quelques petites blagues qu'on peut dire autour. Puis Mhm. quand je dis aux gens tout simplement, hey, bon, ben, si t'arrive quelque chose, ça va à qui? OK? Ouais. Il me donne, ben, ma femme. OK, ben, si ta femme n'est pas là, OK, ben, mes enfants. Ben là, si tes enfants sont pas là, puis là, ils sont comme toutes figés, ben là, vous comprenez que vous êtes assis chez moi, je vais avoir tué toute votre famille en scénario. Ouais. Puis là, il y en a certains que ça les calme, il y en a qui se disent, ah oui, c'est vrai, j'oubliais, là, j'étais en train de penser comme, ah, si c'était vraiment ça. Mhm. Mais dans les faits, en ce moment, vous êtes devant moi. Puis Mhm. dans quelques temps, peut-être, ou dans 20 ans ou 30 ans, vous ne serez plus là. Ouais. Puis c'est là qu'on va devoir vivre les situations que vous avez prévues. Mhm. Est-ce que vous constatez que, euh, disons que en général, les gens ne prennent pas assez au sérieux justement l'importance de rédiger un testament? C'est quoi la tendance? Ben, je pense que la Chambre des notaires a des statistiques environ 40% de la population Mhm. en général. Moi, je dirais que dans la communauté migrante, ça descend. Oui. Et j'ai même beaucoup de cas que Madame fait son testament, Monsieur reste derrière. Moi, je mourrai pas. Il veut pas que l'argent aille à l'épouse. Il veut pas Non, qu'elle, non, non, il veut pas mourir. il veut pas Il mourir. pense qu'il va pas mourir, fait qu'il Ou n'y a il pas veut pas besoin de faire que de ce soit testament. elle qui l'élimine. Non. Il y a personne qui est mort d'avoir signé un testament, Ouais, si c'est effectivement. ça qui vous inquiète. Mhm. C'est certain que ce qui est drôle, c'est que plus tu reportes quelque chose, plus quelque chose te fait peur, Mhm. plus peut-être tu vas ne pas le faire, tu vas trouver d'autres choses à faire avec cet argent-là qui t'aurait sauvé des milliers de dollars plus tard, mais Oui. faut prendre les gens comme ils viennent aussi et comment ils voient les choses. Je dirais que c'est une question d'éducation. Les communautés immigrantes commencent à en faire. C'est vraiment d'éduquer et de leur raconter un peu qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas prévu. Mais qu'est-ce qui se passe justement quand quelqu'un ne fait pas son testament et meurt? Parce que, Ah ben là, il y a un chapitre du Code civil qui en traite les testaments, les successions sans testament. C'est vraiment palpitant. Vous irez lire, c'est gratuit sur le site. Mhm. Ben, si vous avez, OK, lequel situation vous voulez? Moi, j'aime beaucoup les conjoints de fait parce que c'est là où ça fait le plus mal. Eh oui, Mais comme on se marie plus, ben, les conjoints de fait, si il vous arrive quelque chose puis vous n'êtes pas marié avec votre conjoint, c'est vos enfants qui héritent. Puis mais ça, oui, c'est pas pire. ça a fait les médias un certain temps, hein. On a connu des bouleversements avec un certain qu'on ne nommera pas, une personnalité très populaire, hein. Et Lola, le cas de... Mais ça, Oui, c'était même pas un cas de décès, c'est un cas pas de décès, de mais séparation. exactement. Donc, ça nous donne une idée quand même, parce que c'était pas un décès. Donc, on a vu comment ça a été rocambolesque. Alors, imaginez, ça avait été un décès. Ben, un décès, c'est pire. Si vos enfants sont majeurs, encore là, c'est pas si pire. Moi, Mhm, j'aime beaucoup les remariages ou les mhm, nouveaux conjoints de fait. mhm. C'est-à-dire, tu étais marié avec Madame X, tu divorces, tu avais 2 enfants avec Madame X, puis tu fais des enfants d'un deuxième lit avec Madame Y. Puis là, tu décèdes, Madame Y reçoit rien parce qu'elle n'avait pas de testament. Aïe, aïe, aïe. Madame X reçoit rien non plus parce que vous êtes divorcés. Mais là, vous avez 4 enfants qui sont dans cette succession. Tu en as peut-être ceux du premier lit qui sont rendus majeurs, mais ceux du deuxième lit qui sont mineurs parce que une deuxième vie, ça se repart plus tard.
Là, Ouh. maintenant, ben, c'est qui va régler cette chose-là? Ça Mhm. se peut qu'on ait besoin d'un conseil de tutelle, ça se peut qu'on ait besoin. Bref, on pourrait parler longtemps, longtemps des conséquences, Oui. mais il faut toujours se rappeler, c'est que tout ce que tu n'écris pas, c'est quelqu'un d'autre qui le décide pour toi. Mhm. Et quand on décide pour toi, c'est peut-être pas ce que tu voudrais. Absolument. Wow, mais je vous écoute là, puis est-ce que ça vous tente pas d'écrire des romans, des histoires comme ça? Je pense que ça pourrait être intéressant. Vous avez déjà beaucoup de chapeaux. Vous pourriez ajouter celui-ci, non? D'écrire Oh, quelques romans écrire des romans. Ben, écoutez, sur des j'imagine histoires. que Mhm. c'est sûr qu'il y a plusieurs notaires qui ont écrit des petites histoires de Mhm. leur bureau, puis ça, c'est toujours très cocasse, c'est Mhm. toujours très rigolo parce que c'est tellement vrai. Mhm. Et moi, j'aime dire que dans mon bureau se vit c'est un théâtre. Mhm. Et moi, j'aime me dire que le pire de l'humain peut s'y voir, puis le meilleur de l'humain peut s'y voir. Donc, vous avez pris, euh, si vous aimez Shakespeare, ben Shakespeare, c'est tous les jours dans les bureaux de notaire. Mhm. C'est la réalité, c'est le concret. Oui. Alors, vous êtes notaire et vous êtes aussi médiatrice familiale. Parlez-nous un peu de ce que vous faites, là. À quel moment Wow. vous faites ça? Comment vous partagez votre journée, vos heures? J'essaie juste de comprendre un peu entre les enfants, votre cabinet, la médiation familiale, etc. Ben, en fait, c'est que je fais absolument rien de professionnel en dehors des heures. Donc, Mhm, si je travaille de 9 heures à 4 heures, ça peut déborder un peu, mais c'est de 9 heures à 4 heures que je suis disponible pour rencontrer les gens. mhm, La médiation, c'est à Saint-Brieuc, juste dans une pratique de notaire. mhm, La seule différence, c'est il y a plusieurs professionnels qui peuvent être médiateurs mhm, et les notaires en font partie. Donc, on a des avocats, des psychologues, des travailleurs sociaux qui font médiateurs, puis je pense qu'il y en a un ou deux autres. mhm, C'est des heures de rendez-vous. Donc, c'est pas plus ou pas moins. C'est comment tu organises ton temps. mhm. Donc, la personne fait le même cheminement. Il prend Donc, c'est à rendez-vous. même le cabinet. Ouais. Parfait. OK. Et vous faites aussi des entrevues, vous donnez des entrevues, des chroniques et tout à la radio, à la télévision. Vous venez à la défense des femmes, des immigrants, de la relève, donc des jeunes, comme je l'ai mentionné en introduction. Alors, qu'est-ce qui vous attire justement dans les médias? Ouais, en fait, j'ai rien qui m'attire. On m'invite, j'y vais. Mhm. On m'avait dit quand je commençais à pratiquer, ben écoute, faut t'impliquer. Puis, ça a donné que quand j'ai commencé, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour faire une chronique radio. Je l'ai rencontré. En fait, c'était une référence. On Mhm. s'était pas vus. Fait qu'on a fait de la radio pendant presque 2 ans ensemble avant de se rencontrer physiquement. Bon, OK. Puis c'était drôle parce que il y a peut-être quelques semaines dans le cadre du mois d'histoire des Noirs, c'est là qu'il m'a fait réaliser qu'on s'était pas rencontrés avant. Mais on s'était tellement parlé que c'était devenu mon pote. Donc, je sais pas. Mhm. Mais c'est des occasions. Moi, je trouve que c'est des chances. Quand je regarde sur l'histoire de ma profession, les notaires sont au cœur des villes depuis toujours, au cœur des villages, et ils accompagnent les Canadiens et les Canadiennes depuis. Donc, euh, il y a eu des notaires politiciens, politisés. Si vous parlez de 1838, 1837, il y en a une couple qui se sont fait couper la tête. Ouais. Mais il y en Mhm. a aussi qui se sont lancés en politique. Mhm. L'invention, quand il y a eu le début des municipalités, il y a eu beaucoup de notaires qui se sont lancés là-dedans. Mhm. Et aussi le début des caisses populaires, on était dedans. Moi, ce que je me dis, c'est, on m'a donné un droit de parole, je l'utilise. Qu'on m'appelle, si ça ne dégrade pas, si ça diminue pas qui je suis, et puis que je peux en parler, je vais en parler. Mhm. C'est sûr qu'il y a des sujets qui sont plus mon appel, donc je vais être comme plus excitée d'en parler, mais ça veut pas dire que si on me fait parler de quelque chose d'autre ou que si on veut m'entendre sur autre chose, je vais pas en parler. C'est vraiment, j'ai toujours trouvé que c'était un honneur que les gens pensent même à me donner ce temps de micro. Puis, c'est de ne pas l'abuser, c'est de le respecter. Mhm. Il y a des moments qu'on t'appelle plus, il y a des moments que il y en a d'autres. Mhm. Il y a des nouvelles starlettes, puis t'es comme, Oui. oh mon Dieu, c'est cool! Malheureusement, c'est comme ça, hein. Ce milieu est très éphémère.
On joue beaucoup à la chaise musicale. Et sinon, est-ce que vous êtes quand même conscient de l'impact que vos interventions ont pu avoir dans la vie de ceux qui vous écoutent? C'est certain que lentement, oui. Mhm. Des fois, sur le coup, quand on te sort ta chronique, tu sais, quand tu fais une chronique à Radio-Canada, à la radio francophone de Radio-Canada, il faut que tu te dises que tu as 1 500 000 personnes environ qui t'entendent. Mhm. Euh, Il y en a qui vont t'entendre tout de suite en live. Il y en a qui vont t'entendre plus tard. Je me souviendrai de certaines interventions que j'ai eu beaucoup de retours. Puis j'étais Mhm. comme, oh mon Dieu, je pensais pas que ce que j'avais dit voulait dire ça. Ouais. Mais quand tu prépares une chronique, tu t'informes, tu rédiges, tu réfléchis, tu te poses des questions. Des fois, l'angle que toi, tu as vu n'est pas l'angle que la personne va recevoir et c'est là que la magie s'opère. Ouais. Je me dis tout le temps que cette voix qu'on te donne, c'est un honneur. Prends ces minutes pour parler pas juste de toi et de qui tu es, mais prends-les pour peut-être justement faire entendre des voix qu'on entend moins. Mhm. Mais la magie ou à l'inverse, le chaos, parce que quand on interprète mal ce qu'on a voulu dire, ça peut créer aussi l'effet contraire. Certainement. Par contre, peut-être à cause de ma profession, peut-être à cause de ce qu'on m'a appris ou de la façon que j'essaye humblement d'amener les sujets Mhm. qu'on me demande de traiter, j'ai pas encore eu de lettre de bêtise. Mhm. J'ai pas dit que j'ai pas choqué. Oui, Par contre, les mots ont une puissance. Le français est incroyable. Faut apprendre à le manier. oui. Et j'ai aussi appris que tu peux à peu près dire tout si tu le dis dans le respect et en ayant conscience que l'autre aussi pourrait avoir mal. Donc, l'autre aussi pourrait souffrir de ce que tu dis ou ne dis pas. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui me guide dans mes réponses ou dans ma façon d'amener. Mhm. Ça ne veut pas dire que je me suis jamais fait taire à la radio de Radio-Canada en live, Mhm. mais au moins j'ai essayé d'amener. Et c'est ça qui est important. Ben, c'est ça, c'est un risque, hein. Comme vous êtes lancé en affaires, on se lance aussi dans les médias parce que on est un peu comme un artiste hein, qui manie le pinceau et puis on a comme résultat une œuvre d'art et on ne sait pas comment ça va être interprété. Donc, c'est toujours un risque quand on décide de prendre la parole. On a une responsabilité, on est exposé et puis bon, on l'assume. Sinon, vous êtes aussi impliqué dans le milieu scolaire. Donc, vous faites partie de plusieurs comités, dont le comité EHDAA, qui est le comité des élèves handicapés avec des difficultés d'adaptation. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans ce type de comité? Mais en fait, un jour, j'ai eu mon fils avait des difficultés scolaires, puis là, la professeure m'a dit, oh, ton fils, il est ci, il est ça, il pourra. Mais elle m'a aussi dit, bon, écoute, il y a de l'aide. Et quand on était dans la rencontre parents annuelle, la grande assemblée, que personne ne lève la main, ben, Mhm. ils ont dit, juste après le diagnostic, ils ont dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un, on cherche un parent, le comité, on a besoin de 2 parents dans l'école, blablabla. Puis là, j'étais Mhm. comme EHDAA. J'ai même la difficulté à le dire Oui. en français, je l'ai appris en anglais, qui est plus facile, le CIAC, plus simple. Mais j'ai levé la main. Parce que j'ai levé la main pour comprendre, j'ai levé la main pour découvrir, j'ai aussi levé la main d'abord pour mieux accompagner mon garçon. Mhm. Et tranquillement, j'ai aussi découvert que c'est pas juste mon garçon quand j'apprenais ces choses-là. Je pouvais partager aux autres parents ce que j'apprenais. Mhm. Donc, et j'ai aussi compris par le biais de l'implication. J'ai rencontré des femmes comme Olive Kamaniana qui appartient à un organisme qui s'appelle Leader Paul, dont le but est euh, de susciter plus d'engagement au niveau politique Mhm. des gens d'ascendance noire. Puis, c'est là que je me suis rendu compte, mais le politique passe par le scolaire. Oui. Et dans le fond,
si on se plaint constamment de tout ce qu'on comprend pas de l'école, du système scolaire, des différents systèmes qui nous entourent, ben quand on nous demande de s'impliquer, pourquoi est-ce qu'on baisse toute la tête puis on fait semblant que on parlait pas de nous jusqu'à temps que l'appel fait OK, ben Mhm. ça va être toujours les mêmes parents. Donc c'est ce que j'ai aussi découvert, c'est l'implication passe par là. Si Oui. vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans l'école de vos jeunes, ben écoutez, connectez-vous. Quand on demande de s'impliquer, levez la main. Mhm. Puis vous allez voir que les autres parents sont contents de nous recevoir. Vous allez voir que les directions sont contentes de nous voir parce que quand on parle qu'en Outaouais, il y a 68 ou 70% des jeunes qui sont nés ailleurs ou qu'un de leurs parents est né ailleurs. Mhm. Donc, l'appel est grand. Donc, c'est important pour nous, comme immigrants, de dire, il faut être là, il faut Oui, être puis de présent. comprendre le système et de pouvoir aussi amener notre regard, notre point de vue, notre façon de faire aussi. Puis ça amène à une question aussi. Est-ce que justement le fait que vous soyez une femme issue de l'immigration et aussi de par vos fonctions, si vous êtes notaire, vous avez des connaissances en droit, est-ce que ça vous a donné une voix plus forte au sein de ces comités parents? Est-ce que vous intimidez les autres parents sans le vouloir, bien sûr? Ben, tu leur dis que t'es notaire, puis OK, t'as le psychologue. L'autre fois, j'avais le neuro. Le gars, il avait un titre tellement long. Neuropsychologue. Ouais. Ouais! J'en avais un, il était physicien. Écoute, quand il te Mhm. parlait, tu faisais comme, OK, laisse-moi capturer ce qu'il vient de dire. Mais Ouais. non, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des parents. OK. À la fin de la journée, on est tous là pour pas nécessairement faire valoir notre expertise, mais Mhm. oui, des fois, ça pourrait aider. Oui, des fois, quand il t'amène un changement législatif, peut-être tu vas avoir une compréhension plus rapide, Mhm. une lecture plus rapide de la loi. Ça, c'est sûr que tu Mhm. restes notaire ou avocat tout le temps. Tu sais, Mhm. dans ta vie au jour le jour, tu sais, Mhm. quand tu entends des nouvelles, tu vas faire comme, oh, c'est ça que ça veut dire. Mhm. Mais ça veut pas dire que les autres sont intimidés. Je pense pas que je me sens pas avec mes 5 pieds 6 ou 5 pieds 5 et demi intimidante. Je pense que. Parfois, c'est à Et puis notre en insu. plus, les rencontres se font en Zoom beaucoup. Fait que Oui. regardez, on a tout un petit carré. Fait que Mhm. ça rabaisse un peu tout le monde. Ça ramène tout le monde à la même échelle. Des fois, tu les vois en vrai. Mon Dieu, ce gars fait 6 pieds, mais son carré est aussi gros que le mien quand Oui. je regarde une rencontre Zoom. Mhm. Alors, vous dites, j'ai noté ici une citation que j'ai trouvée très intéressante de votre part. Le silence ne protège pas, il perpétue. Est-ce que vous avez un exemple, justement, dans le cadre de vos nombreuses implications, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le cadre de vos fonctions, où vous avez pu constater, justement, l'effet de cette affirmation? Ben, c'est simple. Qui ne dit mot consent. Fait que ça me fait très rire quand les gens ils s'offusent des décisions ministérielles, mais jamais ils vont s'impliquer autre que d'aller voter. Mhm. Qui ne dit mot consent. Mhm. Si tu ne dis rien, c'est que tu as accepté. Que tu sois d'accord avec la tournure, euh, mais que tu prennes même pas le temps, le seul fois qu'on te donne ta voix d'aller parler, ben Mhm. ouais, ça perpétue tes frustrations. Mhm. Tu vas pouvoir continuer à dire que le gouvernement ne t'écoute pas. Tu vas pouvoir continuer à dire qu'il n'y a rien qui fonctionne pour toi. Mais en même temps, le petit peu qu'on te donne ou la petite occasion qu'on te donne, t'apprends pas. Donc, c'est important de prendre action. Puis, il y a quelqu'un qui va même plus loin et qui dit que toute décision prise pour moi, sans moi, est prise contre moi parce que ils connaîtront jamais, jamais tes demandes. Tu peux Mhm. pas faire entendre tes doléances si tu t'es même pas levé pour aller les donner. C'est ça. Puis, c'est quelque part, j'avais été à une rencontre avec la directrice générale de la FIO où le gouvernement se réunissait, amenait le milieu scolaire, le milieu hospitalier, puis les autres grands services gouvernementaux avec le communautaire. Mais pour parler de l'immigration. Puis ce qui était intéressant dans la salle, quand on est rentré, on était les deux seules immigrantes. Oh non, c'est pas vrai, ils avaient leur français de service. Euh, excusez-moi.
leur français de service que non, moi je suis français, alors donc, il y avait certaines problématiques que ces personnes-là ne pouvaient pas poser. Et cette intervention a permis de créer une collaboration entre l'organisme que je représente et les commissions scolaires et deux commissions scolaires pour l'intégration des employés immigrants qu'ils avaient. Donc, ne pas être présent, ça perpétue facilement qu'on n'aurait pas créé cette affaire-là. On n'aurait pas pu créer une collaboration, on n'aurait pas pu non plus dénoncer certaines particularités. Mhm. Donc, c'est important d'être présent, c'est important d'être là, de lever la main quand on sonne à la porte, pas juste dire, oh non, moi j'ai fait mon travail de 9 à 4, c'est fini. Absolument, mais c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir la capacité de gérer comme ça son temps, son énergie aussi. Donc, c'est pour ça que ça prend des gens comme vous qui s'impliquent, qui inspirent d'autres. Et vous parliez tantôt justement quand on nous appelle, entre autres en politique, de ne pas baisser la tête, courber les chines. Est-ce que vous gardez la tête haute parce que je suis certaine qu'on vous a sollicité. Quand on vous sollicite en politique, est-ce que ça vous intéresse, ça vous interpelle ou non? Mais c'est flatteur, ça veut dire que ma voix porte, ça veut Mhm. dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui voit que j'ai quelque chose à dire ou quelque chose à contribuer. Euh, pour l'instant, j'adore mon rôle d'entrepreneur. Il est Oui. vraiment cool parce que c'est un laisser-passer pour s'exprimer sur à peu près tout et n'importe quoi sans discipline de parti, autre que ta propre discipline que tu te donnes. Donc, c'est vraiment ça pour moi en ce moment. Mais Puis, j'imagine aussi que je vous écoute là et je sens la femme qui a besoin aussi de liberté. On parle de voix qui porte parce qu'en politique, des fois, il faut avoir la langue de bois. Puis je sens que c'est peut-être pas quelque chose euh, qui, qui, qui correspond à qui vous êtes, à votre personnalité. Est-ce que je me trompe? mais en fait, c'est drôle parce qu'on parle souvent des politiciens comme parlant de langue de bois, mais moi, je me dis que au départ, tous ces gens qui ont levé la main et qui ont dit présent à la candidature, à se poser candidat, ce sont des gens qui, au départ, veulent servir, veulent transformer et veulent participer à Mhm. l'essor de leur communauté. Donc, peut-être qu'après ça, ça se mélange avec Mhm. politique de parti et blablabla. Mais au départ, moi, j'aime toujours me dire et les voir comme tous. Si je vois des candidats aux élections fédérales, je me dis que c'est tous des gens qui veulent travailler pour un Canada meilleur. Quand Mhm. je vois des candidats au niveau on appelle ça municipal. Je me dis que c'est des gens qui veulent travailler pour que notre communauté soit plus belle, pour que ça soit plus beau autour de chez nous et qu'il y ait plus de services. Donc, Mhm. je salue toujours leur engagement Un parce que jour, est-ce qu'un c'est jour, incroyable. ça pourrait vous intéresser un jour? Regardez, il n'y a personne qui dit jamais à rien. Mhm. Parce que je suis pas reconnue pour ça. Ouais. Par contre, ce que je sais, c'est que en ce moment, ce qui me passionne, c'est aussi garder le notariat ou amener le notariat, les lettres de noblesse au notariat, donner de la visibilité, de la valorisation à ce que je fais au day-to-day et Mhm. au jour le jour. Excusez, là, je fais du franc-anglais très propre comme on faisait le passé. Mais pour l'instant, c'est ce qui m'appelle. Ce qui m'appelle, c'est la régionalisation, c'est d'appeler les immigrants à s'impliquer et à s'intégrer dans les différentes communautés. Ça m'appelle. Bon, écoutez, il n'y a pas de porte fermée jamais. Euh, je peux jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On te dit ne pas dire jamais sans toucher du bois parce que ce que tu dis jamais aujourd'hui, ça va être oui demain. Oui, Peut-être effectivement. que des Et surtout conditions vont se surtout que pointer. vous avez fait cette entrevue, alors on va s'en souvenir. On va vous dire, Oui, oui, c'est vrai, les gens vont chercher des archives ah, pour oui, coller les futurs candidats en disant, vous aviez dit, vous ne feriez pas. Genre, OK. absolument. Sinon, Maître Semextan, vous avez parlé tout à l'heure de l'intégration aussi. Euh, je pense que vous avez bien réussi votre intégration parce que vous êtes né en Haïti, vous avez vécu à Montréal, ensuite à Québec, maintenant vous êtes à Gatineau. Merci. Comment ça s'est fait tout ça pour vous? Est-ce que vous avez réussi avec facilité à vous mouvoir dans ces différents environnements? Mais écoutez, moi, j'ai grandi à Québec Mhm. et
c'est sûr que quand tu arrives à Québec dans les années 90, dans les années 80, 90, moi je suis arrivée en 93, un beau jour de février bien froid. Wow. Pendant plein d'années, j'étais toujours la seule. Ce qui est Ouais. bien, c'est que maintenant, ce que j'aime, c'est que je rentre plus dans les pièces, je suis toute seule. J'adore ça. Mhm. Euh, Montréal m'a ouvert les yeux sur une façon de vivre plus cosmopolite et Mhm. l'Outaouais m'a ouvert les yeux sur une façon de vivre où peut-être les compétences supplantaient les origines. Je dis pas qu'il n'y a pas de discrimination. Non, non, non. Je dis juste peut-être que au-delà des discriminations, il y a la compétence qu'on reconnaît. Donc, comment on fait pour s'intégrer, c'est tout simplement prendre sa place, Mhm. prendre sa voix. Est-ce que quelqu'un va te le donner? Ben non. Mhm. Quand j'ai fini ça à Québec, est-ce qu'on me disait, on me déroulait le tapis rouge? Non. Mais quand j'ai fait des appels et puis que j'ai insisté, ben les portes s'est ouvertes. Ça prend juste une personne pour ouvrir la porte Mhm. Et ça et prend ça aussi prend des fois un autre pour. le bon accent, je me permets, parce que quand on vous écoute, on ne sait pas nécessairement que vous êtes d'origine haïtienne. Ça a dû faciliter les choses aussi, j'imagine, Bah, écoutez, jusqu'à un certain même point. si j'ai le bon accent, il faut quand même te pointer à un moment donné. Fait que Mhm. quand tu te pointes, certaines personnes, ça va les arrêter, d'autres personnes, ça va faire comme, ah, OK. Mhm. Donc, ça te prend la personne qui fait comme, oh, je l'avais pas vu. Oui. Puis qui te prend pour la personne que tu es, pour les compétences que tu amènes. Je pense que l'accent peut aider, mais Mhm. ça n'aide pas pour tout. Mhm. Tu sais, je dirais que genre, je connais des gens qui sont nés à Montréal et qui ont un plus bel et un accent plus créole que le mien. Mhm. OK. Je sais que Fabrice Ville avait fait tout un exposé sur l'assimilation, sur comment Tout les à jeunes fait. faisaient pour pouvoir utiliser l'accent comme une façon de s'intégrer. Mhm. Peut-être. Mais est-ce que c'est juste ça qui va rendre que c'est plus facile pour toi ou l'autre? Mhm. Je te dirais que si ce n'est que ça, si ce n'était que ça, ben, nos jeunes, tout irait comme sur des roulettes. Mais j'aime aussi dire que les gens, c'est la victoire de l'immigration dernièrement. Tu sais, je pense que les gens pensent tout le temps qu'est-ce qu'on leur donne, ne voient pas qu'ils amènent. Je dirais que les immigrants s'éduquent plus encore. Les immigrants travaillent fort, veulent beaucoup. Donc, c'est ça qui va porter. Mhm. Donc, si notre génération, peut-être la première, deuxième, ça a été peut-être plus difficile, ben, ça devient de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que c'est, c'est qu'on est en train de, on appelle ça, récolter ce qu'on a semé. Oui. Si pour nos parents, c'était important d'aller à l'école, puis de faire ci, puis de faire ça, ben, c'est normal maintenant que quand tu t'en vas en campagne, dans les régions, que le dentiste est un Nguyen, que le pharmacien c'est Mhm. un Maghrébin ou un Tunisien ou un Congolais, que le docteur est haïtien, que le notaire est haïtienne ou que c'est normal parce Oui. que ça reflète aussi que tous les banquiers ou presque sont en train de devenir africains et maghrébins. Ça reflète juste la population estudiantine. Oui. Si les Canadiens ne mettent pas plus en phase sur l'éducation, ben, il faut quelqu'un pour faire ces postes-là. Il y a une transformation de toute façon de nos sociétés, ça c'est clair. Vos enfants, d'ailleurs, sont eux-mêmes issus d'une relation interraciale. Comment est-ce qu'ils vivent ça? Bon, mon plus vieux, il n'a pas de relation interraciale, il a une relation interculturelle de parents afro. Comment il vit ça? Il me dit qu'il n'a jamais été si bien d'être un homme noir que dans les temps d'aujourd'hui. Je Mhm. ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. C'est sûr qu'il a 18 ans. Il a la naïveté d'avoir 18 ans et c'est merveilleux. Ma Donc, votre plus fils jeune, qui est d'un papa moitié sénégalais, si je ne me sénégalais. trompe pas? Hum, Oui, ouais. OK. Mhm. Donc, mère Pour haïtienne, la papa plus jeune, sénégalais. Mhm. elle se questionne pas encore trop. C'est sûr que il y a quelques questions. Est-ce que tu es noir? Est-ce que tu l'es pas? En même temps, ben, comment je pourrais dire, elle embrasse ses boucles Oui. avec beaucoup de plaisir. Elle Mhm. embrasse son teint avec beaucoup de bonheur. Parce que papa Elle est québécois participe. de votre fille. Ouais, Pour que les c'est gens ça. comprennent Et un petit elle se peu. Mhm. promène.
Donc, j'ai une famille multicolore, Oui, oui, oui. je pourrais dire. Et Et elle le vit bien parce que parfois les enfants sont un petit peu déchirés entre le parent, tu sais, peut-être québécois, blanc, la maman haïtienne. On a entendu des fois des histoires où tu sais, les enfants n'osaient pas dire qu'un des parents était noir ou vice-versa, ou bien ils embrassaient davantage une culture plutôt qu'une autre. Du côté de votre fille, ça va en ce sens? pour l'instant, elle Mhm. embrasse juste de faire de la gymnastique puis d'être un enfant. C'est une bonne C'est chose. d'aller à l'école. Oui. Donc, j'ai beaucoup, tu sais, je me souviens que dans nos conversations avec mes enfants, souvent, Mhm. quand on a des conversations, j'aime les amener à être des enfants, à vivre le moment où ils sont, ou l'endroit où ils sont comme vie. Oui. Si toi, ça te tente pas de parler, comme à un moment donné, mon gars il est revenu de l'école, puis c'était tout à propos de l'orientation. Est-ce que tu es ci? Est-ce que tu aimes ci? Est-ce que tu Oui. aimes ça? Puis à ce moment-là, il avait 10, 11 ans. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Donc, moi, je veux jouer au ballon. Oui, c'est Je joue au ça. ballon. Parce qu'on nous demande souvent Donc, à quel pourcentage, hein? Est-ce que tu es plus haïtien que québécois? À quel pourcentage? 60, 40? J'ai eu à vivre ça. Et donc, je me demandais comment, est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui pour eux, pour ben, cette génération-là? c'était très drôle parce que mon fils, il est né à Québec, Québec, et Mhm. puis à un moment donné, pour la journée culturelle, il a voulu mettre avec son demi-frère une belle chemise à carreaux, Oui. carottée, rouge et noir, là, la vraie. Et la prof qui m'écrit en me disant qu'il n'a pas respecté les thèmes, puis la petite voisine j'étais revenue de Chine avec mon fils, on lui avait amené un chandail, une robe asiatique chinoise. Mhm. Elle s'est pas rien fait dire. Donc, j'ai écrit une belle lettre de bêtises à la Oh, professeure, puis en plus, je lui ai envoyé une copie de l'acte de naissance de mon fils pour dire que si vous êtes né dans la ville de Québec et que mhm. si ça a le temps de s'affirmer québécois et de porter sa chemise à À carreaux, carreaux, oui, avec la ceinture fléchée. C'est son droit. c'est son problème. Et Oui, c'est son droit. oui. Puis d'ailleurs, la petite blague, ça avait escaladé parce que j'avais mis la direction en CC. Oui. J'ai dit, la professeure, j'avais dit, est-ce que vous, comme vous êtes de l'Outaouais, êtes-vous né à Gatineau ou à Ottawa? Et elle avait dit, oh, vous marquez un point. Je dis, ben oui, donc il est québécois. Est-ce que vous Ah, avez quelque chose à ajouter? Donc, c'est vraiment comme parent aussi de soulever les inégalités, comme mhm. pourquoi la petite voisine, c'était pas un problème qu'elle porte une robe chinoise Oui. pour la journée et que mon beau-fils, moitié péruvien et québécois, n'a pas eu ce questionnement-là. Donc, j'ai juste demandé, OK, pourquoi ça passe pour lui? Ça passe pour elle, mais pas pour lui. Vive les études de Donc, droit, ça vous a donné le courage et les mots, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des parents, malheureusement, qui n'arrivent pas à bien articuler et à défendre justement leurs enfants dans des situations comme ça. Donc, ça sert quand même, hein? ah oui, ça Votre... sert tout le temps. Mhm, Et une chose que j'apprends souvent aux gens, c'est si vous n'êtes pas capable de l'articuler, posez des questions. mhm. Parce que c'est dans les réponses de questions que la personne va pouvoir peut-être Oui, voir qu'il a agi de façon discriminatoire. C'est oui. pas nécessairement, moi je suis pas très accusateur, Mhm, c'est pas mon style, c'est mhm, plutôt j'aime beaucoup poser des questions ou mhm. raconter des histoires. Donc Ou de ça paraît demander, mieux. oui, ou de demander à quelqu'un de nous aider si on a du mal soi-même. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très intéressant cet échange. Et j'aimerais vous demander, peut-être en conclusion, si vous avez des projets d'avenir et quels sont-ils? J'imagine que oui, vous avez l'air de quelqu'un dont l'esprit bouillonne d'idées. Projet d'avenir. Ben là, je suis en train de m'associer avec d'autres pour faire un cabinet qui serait en 3 points de service pour Mhm. la régionalisation. Je viens d'aller faire l'examen de l'OASIC, donc pour devenir courtière. Donc, Oh, on va essayer ça aussi. wow. Et un autre de mes buts, c'est de réussir à faire que ma laine devienne gratuite, donc pour mes projets de tricot et crochet. Que votre Soit laine... gratuite l'aide soit déductible d'impôt. Oh, OK. Là, on est ailleurs. Ah ben Alors, oui, vous voulez on est dans tricoter quelque chose. des ceintures fléchées, c'est ça? Ça se tricote pas des ceintures fléchées. Des ceintures fléchées, c'est tissé. C'est du tissage. Ben, vous Oui, comprenez c'est que du j'essayais de faire une tissage. petite blague, là, un petit clin d'œil.
Ben, c'est à votre vrai, histoire. sauf que non, je ne m'aventurerai pas encore Mhm. dans la ceinture fléchée. Mhm. J'ai vu quelqu'un en faire une, c'est impressionnant quand Mhm. même de pouvoir manier les fils et les couleurs de cette façon. Alors, vous dites que vous voulez que votre laine, j'ai pas très bien saisi, devienne gratuite? Ou déductible d'impôt. Déductible d'impôt? OK. OK. Donc, probablement une boutique. Alors, c'est un projet, ben, c'est bien ça. Si vous ouvrez une boutique, on ira vous voir. Je vais vous réinviter. Vous allez nous donner l'adresse. Et qu'est-ce que vous aimeriez vendre dans cette boutique? De la laine et des accessoires de tricot, de crochet et d'artisanat. Ah, OK. Pas nécessairement que vous-même, vous allez tricoter Oh des articles. oui, Oui, aussi. OK. mais pas pour vendre. Les articles, c'est pour montrer des modèles. Mais Mhm, en même temps, ça n'empêche pas de les utiliser. Ça mhm, a tellement une meilleure vie sur mhm, des épaules que juste sur un pantin. mhm. Eh bien, vous êtes fascinante. Merci infiniment, hein, Madame Semexan, pour ce bon moment passé en votre compagnie. J'espère que les auditeurs, auditrices ont apprécié. Moi, j'ai eu du plaisir à vous découvrir. J'espère que vous avez eu du plaisir aussi à nous partager votre univers. Ça fait toujours plaisir, toujours amusant de répondre à des questions, puis vos questions étaient intéressantes. Oui, ben merci à vous. Merci infiniment de votre grande générosité. Et puis, profitez bien de votre mois de personnalité. Donc, tout le mois de mars est à vous. Il vous appartient. Et on se reverra peut-être lors d'une activité avec l'organisme Immigrant. Et j'invite vraiment nos auditeurs, auditrices à aller sur la page Facebook de Immigrant pour découvrir toutes les belles choses que cet organisme met sur pied. Donc, je vous rappelle que le fondateur est M. Marc-Emmanuel Dorsin. Il est accompagné de toute une belle et fabuleuse équipe avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, surtout pour l'animation de l'événement NEVA 2025. Alors, restez à l'affût parce que l'année prochaine, il y aura une autre édition. NEVA 2026. Et puis, entre-temps, on fait plein d'autres activités. Et aussi, M. Dorsin a mis sur pied des activités de littérature. Vendredi dernier, entre autres, à Bouillon de saveur. Alors, il y avait un jeu de mots. Lis, T-H-E, accent aigu, et rature. Quand on écrit, on fait des erreurs, on va rayer. Donc, on fait des ratures. Donc, c'était une soirée où on a eu à écrire de la poésie, on a mangé, dégusté des thés. Franchement, c'était merveilleux, extraordinaire avec les éditions d'Orsin. Alors, autant de belles choses qui se passent à Montréal. C'était vendredi dernier. Et puis, on va reproduire cet événement encore. Je crois que ça sera à la fin ou troisième semaine du mois d'avril. Allez vérifier. Donc, les éditions d'Orsin sur les différents médias sociaux et allez faire un tour aussi sur la page Facebook des immigrants. Donc, immigrants avec un D à la fin, c'est un jeu de mots pour dire que nous, issus de la diversité et de l'immigration, nous sommes grands et grandes. Merci d'avoir été à l'écoute. Et je vous dis à la prochaine pour une autre entrevue en compagnie de Stéphanie Casimir sur les ondes de Radio Vertière. Merci à Jean-Gary Cadet, notre cher directeur, et City Boy à la technique. Au plaisir. Ciao.